ceux qui résistent à cette dernière séance. C'est mon tour de remercier. J'étais sincèrement contente de vous avoir tous rencontrés cette année. Et je remercie en particulier José, parce qu'en fait, je n'avais pas reçu les mails de confirmation. Je te rappelle, j'avais un bac en informatique. Et il a insisté plusieurs fois. J'ai répondu à l'ultimatum, donc un mois après. Donc voilà, merci. Alors, ces rencontres à la Fondation ont été pour moi l'occasion d'interroger de manière plus approfondie certains mécanismes de confiance qui sous-tendent les relations entre les acteurs impliqués dans les marchés illicites de l'art précolombien, donc ce qui étaient les sujets de ma thèse. Mon article s'attache à saisir des registres variés d'autorité, des loyautés et des légitimités qui sont en jeu dans ces échanges économiques. Il explore également des gages de fidélité et des compétences qui alimentent la confiance réciproque sur laquelle se fondent ces connexions d'interdépendance. Et pourtant, non seulement, on verra, il est important de construire la confiance et de l'alimenter dans les temps, mais aussi de savoir gérer de manière stratégique la méfiance, donc qu'on peut véhiculer par des rumeurs, des doutes ou des insinuations, voilà, tout au long de ces échanges économiques. Donc aujourd'hui, après une présentation plus générale du fonctionnement du marché, qui me semble quand même nécessaire, je vais me focaliser sur les faux archéologiques, la question de la falsification en archéologie. Donc les faux a été défini par Pascal Mogne, un spécialiste de ces sujets, comme un parasite salutaire du marché, parce qu'effectivement, il vient parasiter la relation de confiance entre les différents niveaux du marché, donc entre les pilleurs de tombes, qui sont appelés huaqueros en Amérique latine, les intermédiaires, les collectionneurs et d'autres acteurs variés, institutionnels par exemple. Et comment je me suis intéressée à la question de la falsification. Donc pour mon travail de thèse, je travaillais sur les revendications de la partie des différents acteurs multiples, notamment les communautés qui habitent à côté des sites archéologiques, donc leurs revendications autour des vestiges et des restes du passé. Et par là, je me suis intéressée à la question du trafic de l'art, donc aux pratiques clandestines qui sont liées aux vestiges archéologiques. Je suis désolée, je suis un peu malade. Et donc voilà, dans cette occasion, en fait, j'ai rencontré des fouilleurs clandestins, donc huaqueros, qui s'étaient reconvertis en faussaires. En fait, il s'agit d'un travail qui est moins dur, c'est plus rentable, et ça leur permet de mettre à profit les relations de confiance qu'ils ont construites dans les temps. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont en train de vendre une céramique à un intermédiaire comme d'habitude, en fait, ils profitent de cette occasion pour leur refiler un faux. Voilà. Donc, pour me situer un petit peu, mes recherches se sont focalisées sur la côte nord du Pérou, dans une région désertique qui est nommée l'Égypte d'Amérique latine. Depuis l'époque coloniale, donc depuis l'époque coloniale, ces départements septentrionaux, notamment les villes portuaires, vous voyez là la ville de Trujillo et Chiclayo notamment, donc c'est cette région nordique septentrionale, ces villes portuaires constituent une plaque tournante du trafic. Plus particulièrement, cette région est définie par mes interlocuteurs comme les foyers des meilleurs faussaires du pays, et elle est déjà illustrée à la fin du XIXe siècle par Ernest Théodore Ami comme le siège d'une immonde fabrique de la falsification. Donc il y a une dimension morale autour de ces pratiques clandestines qui est très importante, donc je ne vais pas développer aujourd'hui. Donc depuis les années 80, une série de découvertes archéologiques est extraordinaire autour de la civilisation Mochica qui habitait cette région entre le 1er siècle après Jésus-Christ et les 700 après Jésus-Christ, ont changé le panorama culturel de cette région. Concrètement, disons que les processus de mise en patrimoine avaient créé beaucoup d'espoir, mais aujourd'hui, il n'y a pas énormément de redistribution de cette richesse. Donc c'est une région où les gens vivent notamment de l'entreprise de canne à sucre. Par contre, il s'agit d'un travail saisonnier, et parfois mal payé, et du coup les recours à l'industrie informelle
au commerce informel et notamment au pillage et à d'autres types de trafic est très, très important. Donc les trafics sont en plus souvent entremêlés. Donc le trafic de drogue, le trafic des terrains inaliénables et le trafic d'objets archéologiques. Donc ça pour vous donner un peu de contexte. Alors, non, je fais pour... Comment le clavier? Le clavier. Le clavier. Ah, il faut le sortir, désolé. Ouais. C'est peut-être que ça peut marcher avec ça. Alors, voilà, ça c'est la région où j'ai mené mes recherches. Un exemple de tombe Mochika. Et ça, les trucs que vous voyez, c'est les résultats du pillage en fait. Donc c'est très très commun. Donc la première partie, construire la méfiance, les fonctionnements du marché. Alors comme les suggère Elisabeth Boone, le marché de l'art est un vrai système économique divisé en régime de production, distribution et consommation. Alors nous avons les pillages d'abord, avec les huaqueros, les fuyards clandestins. Donc ils vont excaver des tombes, ce qui est plutôt commun. En fait, après la découverte, l'objet qui a été réveillé d'un sommeil éternel, disons, il est enterré une deuxième fois. En fait, souvent c'est pour attendre que les eaux se calment, pour éviter des accusations ou des opérations de récupération de la part de la police. Donc l'objet est fouillé et puis il est recaché. Cette cachette peut durer quelques années même, parfois. Et souvent, ce qui est drôle, ils peuvent s'oublier où ils l'ont caché, où il y a quelqu'un d'autre qui connaît l'endroit de la cachette qui intervient avant, il va voler l'objet. Donc aussi, il y a une phase de restauration et de documentation tout de suite après la découverte. Les huaqueros, parfois, ils ne connaissent pas vraiment, ils ne maîtrisent pas les prix du marché, donc il va y avoir quelqu'un qui connaît un peu plus de lui, qui souvent fait un dessin pour prendre des photos, il lui donne des conseils pour mieux mener sa négociation avec l'intermédiaire. Donc voilà, il y a un passage à l'intermédiaire qui peut être fait directement ou par un coursier, un comendero en espagnol, et ensuite donc, la consommation de l'objet, et donc les collectionneurs, l'achat de la part des collectionneurs privés, eux aussi peuvent faire recours à un conseiller, un expert qui s'est appelé veedor sur la côte nord du Pérou. C'est quelqu'un qui est normalement issu du milieu savant, mais pas forcément. En fait, la plupart des veedors que j'ai rencontrés, c'est des anciens huaqueros à la retraite ou des faussaires qui peuvent travailler en tant qu'experts. Voilà. Et ces schémas, je les préparais moi-même et mon intention était surtout là de montrer la place des faussaires à l'intérieur du marché. Comme vous voyez, ils sont en contact avec tous les différents niveaux du marché, ce qui signifie que l'entrée, l'insertion des pièces fausses dans les circuits est très facile et très, très commune. Alors, j'ai divisé, en fait, pour analyser les marchés de l'art, deux types de circuits, des réseaux différents. C'est une distinction bien sûr plutôt pédagogique ou illustrative parce que les circuits peuvent s'entremêler. Donc j'ai appelé le premier circuit touristique occasionnel et le deuxième organisé. Le premier circuit s'adresse surtout aux touristes ou à des petits collectionneurs ou des collectionneurs amateurs, à savoir un public moins spécialisé ou compétent. Il s'agit souvent des médecins, psychiatres ou des politiciens qui aiment bien exposer des pièces chez eux ou dans leur bureau. Donc la clientèle nationale a pourtant un pouvoir d'achat moins important que les étrangers. Donc les pièces qui circulent dans ces réseaux sont donc moins chères, et par exemple des pièces Chimu que je vous montrerai, et souvent aussi des répliques, parce qu'ils n'ont pas les connaissances pour pouvoir détecter, pour pouvoir reconnaître, distinguer un faux d'un vrai souvent. Donc ces réseaux fonctionnent principalement sur des liens familiaux ou amicaux, mais aussi sur d'autres
rapports de sociabilité, tels que le voisinage, la communauté d'origine et les groupes migratoires. Ceux qui quittent la Sierra, donc par exemple la partie andine, pour s'installer à la capitale Lima, arrivent à disposer de plus des ressources économiques au fil du temps et peuvent devenir de potentiels acheteurs. Et après, ils peuvent collectionner les pièces et aussi les utiliser, les revendre par exemple. Il s'agit des réseaux de solidarité qui sont basés sur la confiance et sur des obligations morales. Donc d'après ce que j'ai pu observer pendant mes années de terrain, ces réseaux tiennent de la transaction marchande, bien sûr, mais surtout de l'entraide, du don et du contre-don, et de l'échange des services. Et ça, c'est quelques pièces, quelques exemples de pièces qui peuvent circuler dans ce type de circuits touristiques ou occasionnels. Ça, c'est les céramiques chimou que j'ai évoquées. Alors, en revanche, les circuits que j'appelle organisés se basent sur des rapports qui montrent un niveau de verticalité et de hiérarchie beaucoup plus marqué. Si les circuits occasionnels fonctionnent avec des ventes sporadiques, celui-ci se base sur des commandes spécifiques et sur des ponts établis en amont. Donc les participants à la recherche le définissent en circuit mafieux. Il me disait souvent, fais gaffe Emanuela, ils ne parlent pas avec eux parce que c'est des mafieux. Ou j'étais avec des faussaires qui venaient par ailleurs de vendre des faux, d'arnaquer des gens. Ils me disaient, mais non, tu ne vas pas dans cette ville à côté parce que c'est des arnaqueurs. Donc voilà, les pièces archéologiques qui circulent dans ces réseaux sont des pièces qui ont une majeure valeur économique. Il s'agit des pièces uniques, de qualité fine, qui sont destinées pour cela à un marché le plus souvent externe, nord-américain, européen, japonais, et aussi aujourd'hui russe et chinois. Donc voilà, c'est quelques pièces métalliques, ça vient toujours du nord, et des céramiques mochica, ça s'appelle le wako retrato, des vases céramiques portraits. Et voilà, donc, et là, Rikwai, c'est un autre style qui est très demandé sur le marché, plutôt cher, parce que vous voyez, c'est quand même très élaboré. Alors, dans ces panoramas, l'intermédiaire se révèle une figure centrale du marché. Donc, contrairement aux vaqueros, il a accès à des comptes internationaux et il est capable d'alimenter un réseau à grande échelle. Ces prérogatives se traduisent en effet sous la forme d'une plus grande mobilité, d'un statut privilégié et d'une influence politique et financière majeure. Donc, je fais référence notamment à la corruption, qui est le moteur de ce trafic. Donc, ce capital économique et culturel de l'intermédiaire est palpable dans la compétition qu'il provoque entre les vaqueros. Ces derniers, comme j'ai pu constater en assistant à leur discussion, s'évantent d'avoir apporté la pièce la plus jolie ou la plus lucrative. C'est là, pour eux, un gage de fidélité et de compétence à la fois. Le vaquero doit, en quelque sorte, gagner continuellement la confiance de son acheteur, en lui démontrant qu'il connaît ses goûts, qu'il est à l'auteur de ses attentes, de ses requêtes, et qu'il est capable de garder le secret. Les intermédiaires sont souvent des personnes qui occupent des charges politiques, institutionnelles importantes, donc ils sont très protégés. Gagner la confiance comporte très souvent de franchir des sortes de rites de passage visant de manière parfois ludique, parfois plus provocatrice, à tester les compétences autrui des autres et leur degré d'investissement. À ces propos, un restaurateur d'un musée de la côte nord du Pérou avait réalisé une copie exacte d'un masque en cuivre qui était issu des fouilles archéologiques. C'est pas ça, mais je vous mets une photo pour vous donner une idée des masques mochiques. Et alors, il a appelé son ami César, qui est vaquero, mais aussi qui peut trafiquer des pièces de temps en temps. Il lui a ainsi présenté les deux masques sur la même table et lui a dit vas-y, dis-moi, choisis un de ces masques, et je te l'offrirai. Donc l'enjeu était de découvrir quel masque était vrai et quels étaient les faux. Et donc César lui dit qu'il était très perturbé parce que les masques se ressemblaient énormément. Il a fait son choix et il est tombé sur les faux. Donc à ce moment-là, les deux copains ont décidé de vendre ces masques. Donc César a demandé au restaurateur
de l'aider à vendre ses masques avec d'autres objets. Et donc, les restaurateurs ont organisé une rencontre avec des touristes, des touristes français, et ils ont réussi à vendre, à faire une affaire, à vendre des objets, parmi lesquels ces masques, et après à diviser, à se partager l'argent. Donc, pour moi, cette histoire est importante parce que les deux acteurs avaient besoin l'un de l'autre. César avait besoin du restaurateur parce qu'il représentait une autorité muséale, scientifique, et il aurait pu certifier l'authenticité des pièces, même des pièces fausses, aux yeux des touristes. Et le restaurateur avait, lui aussi, besoin du vaquero, donc des fugueurs clandestins, parce qu'il a pu rajouter à cet récit savant son récit personnel, son histoire, il a pu raconter l'histoire de la découverte, et c'est ça qui a fait aussi marcher cette affaire. Donc voilà, grâce à cette histoire, cette anecdote, je vais passer à la deuxième partie de mon exposé que j'appelais l'économie de la crédibilité, fabriquer des faux authentiques. L'authenticité d'une œuvre ne dépend pas seulement de ses caractéristiques intrinsèques, mais aussi des agents qui lui reconnaissent cette valeur. Et c'est au faux, en fait, réel ou putatif, que nous devons l'affirmation des institutions savantes, des méthodes, des techniques et des bases théoriques de l'archéologie. De fait, l'insertion des faux dans les circuits du marché a ouvert la voie au développement des dispositifs de certification technologique documentaire de plus en plus élaborés. C'est ce que Ricardo Roque, c'est un chercheur sociologue de l'Université de Lisbonne, appelle l'économie de la crédibilité. Donc l'accréditation relève alors du statut social et de l'expertise de la personne, et on a recours à l'avis d'experts, comme par exemple les agents des musées, dont la légitimité est confirmée par leur rattachement à une institution importante, universitaire ou un institut culturel. Mais cela n'est pas suffisant, ça doit être accompagné par d'autres stratégies rhétoriques et narratives. Donc, dans cette économie de la crédibilité, dans les contextes du marché noir de l'art, je reconnais trois moments. Donc, d'abord, ce qui correspond à la production, à la création des faux, des stratégies donc, qui mettent en place cette authenticité. Deuxièmement, des techniques d'authentification documentaire. Et enfin, ce qui correspond au moment de la vente, une certification rhétorique et narrative lors de l'interaction marchande. Alors, comment ça s'est construit donc un faux? Et cela demande des procédés techniques et des reproductions bien précis. Je n'aurai pas le temps de développer aujourd'hui, mais donc sans pouvoir rentrer dans les détails, il suffit de remarquer que pour les céramiques comme pour les métaux, les processus principal est le vieillissement de la pièce. Donc pour ce faire, les faussaires remploient les matériaux, les moules et les instruments des anciens artisans, mochica, qui sont préalablement découverts lors des fouilles illicites dans des tombes précolombiennes. Donc d'un côté, l'usage de ces outils permet d'esquiver des preuves de datation. Et de l'autre, d'un point de vue symbolique, l'usage de ces éléments anciens est censé conférer à l'objet une aura unique. Donc il existe un mot vernaculaire, le kamak, dans la langue mochica, qui est issu plutôt du milieu de la littérature anthropologique et pas vraiment du terrain en fait, mais qui est en train d'être approprié aujourd'hui. Et ce mot kamak signifie souffle vital. Donc ils disent qu'ils sont capables de donner à l'objet, à cette réplique, à cette copie, les souffles vitaux. Donc, de leur donner une sorte de créer cette authenticité de la pièce. Voilà, mais ça c'est les fours d'un artisan, c'est un amateur, hein, et il y a des moules anciens mochica, les premiers dans un musée et les deuxièmes chez un artisan. Voilà. L'authentification, donc la deuxième phase. Une fois que l'œuvre est terminée, il y a une phase de documentation avec les clients, peut-être un intermédiaire, un collectionneur, et qui passe aujourd'hui par le téléphone et même des applications comme WhatsApp. Disons que ce que vous voyez par exemple,
j'ai assisté moi-même à cette transaction. D'abord, les faussaires a envoyé les masques qu'il avait déjà fait. Il a demandé de choisir à son client, il a choisi la première à gauche, à haut, et ça c'est les résultats. Et donc c'était un processus qui était documenté tout au long de sa création. Chaque étape était documentée, jusqu'au moment de l'envoi, parce que cette pièce a été après envoyée en bus. Et voilà, donc disons que ces photos, en tout cas, qui se sont envoyées et auxquelles ils m'ont donné accès, c'est un élément double tranchant, parce que d'un côté, ces images témoignent de la véridicité des faits, mais de l'autre, elles sont la preuve d'un délit contre le patrimoine. Donc, affirmer l'authenticité des objets implique, bien sûr, authentifier leur trajectoire, leur traçabilité, et ça prime sur les dangers d'être quand même découvert par la police. Ah, voilà. La troisième phase, je vous disais, c'était cette mise en récit, cette certification rhétorique, cette dernière preuve qui construit la valeur de la pièce dans l'interaction entre les vendeurs et les touristes. Donc la production d'un récit qui puisse mettre en intrigue l'histoire sociale de l'objet. Donc une enquête que j'ai menée auprès des marchés de la capitale, qui sont appelés mercados indios et qui vendent de l'artisanat, mais si on demande, ils peuvent proposer aussi des objets archéologiques. Donc cette observation m'a permis d'analyser des démarches d'authentification rhétorique des pièces. Donc les vendeurs, par exemple, doivent avouer d'avoir participé à la découverte et raconter des détails, par exemple qu'il a vu son ancêtre avec sa céramique, voilà, raconter des détails, et il doit de quelque manière aussi s'exotiser lui-même, c'est-à-dire se transformer en ancêtre contemporain, je veux dire là, presque incarné, et vendre cette authenticité qui est si convoitée par les touristes, par certains collectionneurs. Bon, ça fait l'objet d'un autre article. Voilà. Je vais passer au dernier point de mon exposé. Donc, insinuer la méfiance et créer des troubles dans les marchés. Donc, dans cet univers délicat que je viens de décrire, et régi par les secrets et par les rumeurs, la question de la méfiance est aussi fondamentale. Elle fait partie souvent d'une stratégie réfléchie qui aurait une fonction spécifique. Perturber les trafics, faire baisser les prix des ventes des objets et ternir la réputation de certains collectionneurs ou maisons de ventes aux enchères. Ainsi, les doutes autour de l'authenticité sont volontairement mobilisés afin de faciliter les répatriements de certaines œuvres. Donc, pour évoquer un cas de figure qui est très connu, qui était très célèbre, était très médiatisé aussi, je fais référence à la collection d'art Müller. Bon, voilà, là j'ai quelques éléments de presse. Et c'est une collection d'art précolombien qui était hébergée, conservée dans un musée privé situé à Barcelone et qui a fermé en 2012. Donc les propriétaires, à ce moment-là, ont annoncé qu'ils allaient vendre à la maison des ventes aux enchères Sotheby's, Paris, donc 313 pièces de cette collection. Les gouvernements péruviens ont été les premiers pays d'Amérique latine à réagir autour de cette collection. Donc ils ont demandé la restitution des 67 pièces qui, d'après eux, étaient issues des fouilles illicites. Donc 6 États de l'Amérique latine ont suivi l'initiative du Pérou, mais sans succès. Donc il n'y a eu aucune réponse. C'est alors que le Mexique, par le biais de l'Instituto Nacional d'Antropologia e Historia, a adopté une stratégie qui a marqué un tournant. Ils ont envoyé une note diplomatique à la fois à la presse et au gouvernement français. Ces documents indiquaient que selon les experts nationaux mexicains, parmi les 130 objets annoncés comme authentiques, seulement 51 étaient bien des vestiges archéologiques et qui par ailleurs appartenaient au Mexique, et que le reste, donc presque les 2 tiers, étaient des artefacts.
Donc, sans vraiment expliciter ou verbaliser le fait qu'ils étaient des faux, ils ont fait comprendre qu'il s'agissait de l'artisanat contemporain. Donc, le Mexique envoyait un message clair au potentiel acheteur en disant que la majeure partie des pièces à la vente étaient des faux. La stratégie consistait en plus dans la création d'une méfiance généralisée, parce qu'ils n'indiquaient pas lesquelles pièces étaient fausses et lesquelles étaient originales. Cela, évidemment, on ne sait pas, on n'a pas de données, on ne peut pas dire si effectivement cette stratégie, quel impact quantitatif cette stratégie a eu, mais la vente était troublée par ces échanges qui ont été très médiatisés et en plus, je pense que ça a rapporté environ 10 000 €, ce qui est franchement pas énorme, la moitié de ce qui avait été estimé à l'avance. Je pense que je dois conclure. Et donc voilà, j'ai trouvé que les sujets du marché de l'art, et notamment l'idée des faux, de la falsification, pouvaient effectivement aider à comprendre ces mécanismes de méfiance et de confiance. Les faux donc, que nous avons vus, c'était considéré comme un parasite salutaire du marché, un objet perturbateur, parce que non seulement ça vient provoquer des troubles dans les marchés, mais aussi les basculements des cadres de référence, des régimes des valeurs, de la vérité patrimoniale. Donc ça pose des doutes sur ceux qui sont les acteurs légitimes dans la reconnaissance de l'authenticité. Et voilà, ça fait donc basculer cette idée d'autorité et renverser parfois des rôles de pouvoir. Bon, je m'arrête ici. Avec l'image des momies extraterrestres quand même, ça mérite d'être expliqué, c'est la nouvelle mode du marché, c'est une nouvelle création qui vient de Nazca, du Pérou, de la Côte Sur, et qui est très convoitée par des collectionneurs russes et chinois notamment. Bon bref. Je laisse la parole à ma collègue. Merci. Je sais pas. Ah, donc à toi. Bonjour à tous, moi aussi je suis très heureuse d'être ici et je voudrais remercier la Fondation pour les sciences sociales, la présidente ainsi que le comité scientifique d'avoir sélectionné ma proposition d'article. Merci aussi à José pour l'organisation de ce programme de travail et à l'ensemble des membres de cette promotion. Parce qu'on a eu des échanges très riches sur nos sujets de recherche. Alors que je travaille sur la relation de la confiance entre les consommateurs et les entreprises dans les cadres des crises alimentaires. Alors nous vivons aujourd'hui dans un monde de crises. Certaines crises sont à l'échelle mondiale et qui touchent plusieurs domaines de la vie comme l'environnement, le climat, les économies, les sociétés. D'autres crises nous touchent de manière plus quotidienne et régulièrement puisque nous devons faire face à des risques qui proviennent de nos habitudes de consommation et notamment de notre alimentation. Alors les crises alimentaires comme celle de Lactalis de l'année dernière ou la crise alimentaire sur de la vache folle en sont de parfaits exemples. Alors comment les consommateurs y réagissent? Au fait, le rapport entre l'homme et l'alimentation est un rapport qui est assez particulier. Manger, ce n'est pas un acte banal de la consommation, mais c'est plutôt un acte de confiance. Alors, dans plusieurs recherches en sociologie de l'alimentation, il a été démontré que les représentations de l'alimentation sont au cœur de la confiance du consommateur, de l'homme aussi. Alors, par exemple, en Inde, il y a des populations qui mangent de la chouette, par exemple, pour
en espérant de pouvoir voir plus clair la nuit, puisqu'ils pensent que manger, après avoir mangé quelque chose, on devient cette chose-là au sens réel, mais aussi au sens figuré. Et sinon, un autre exemple, si au Vietnam, pour réussir un examen, on essaye de manger des haricots, mais on évite de manger des cacahuètes parce que cela veut dire qu'on va échouer à l'épreuve. Donc vous voyez que les représentations de l'alimentation sont vraiment au cœur de la confiance de la langue. Alors, le cadre conceptuel de ma recherche porte sur les crises alimentaires qui sont considérées comme des crises de confiance, puisqu'il y a un risque vital à l'égard du consommateur. Quand on mange quelque chose défectueux, on réalise qu'on est probablement mis en danger. Il pourrait y avoir des risques sur notre santé. Et cette crise est souvent perçue comme une injustice, puisque l'individu a consommé le produit proposé par l'entreprise, pourquoi il reçoit une telle injustice de subir une menace sur sa santé. Selon les théories des évaluations cognitives de l'émotion, lorsqu'une injustice se produit, l'individu a tendance à s'engager dans des actions de vengeance ou de punition pour rétablir cette justice. Et cette motivation est notamment motivée par un sentiment d'être trahi de la part de la personne en qui on a eu confiance. Plusieurs courants théoriques, souvent en sciences de gestion ou en marketing, ont essayé d'étudier, de comprendre ces réactions des consommateurs face à ces risques vitaux. Il s'agit des travaux sur la vengeance du client qui sont initiés par Grégoire et Fischer, ou sinon la résistance du consommateur, voire la rage du consommateur proposée par Malcolm Kennedy et ses collègues, ou sinon le spectre des réponses à l'insatisfaction dans lequel on peut compter le boycott, le bouche à oreille négatif, le vandalisme ou le vol à l'étalage, ou des fois même les agressions contre les agents des entreprises. Dans le cadre de cette recherche, nous proposons de travailler sur le concept de la punition par le consommateur avec une proposition de définition ici. Il s'agit de tout type d'action légale du consommateur ayant pour motivation de juger une entreprise lui ayant provoqué un préjudice grave et de lui donner une leçon en lui causant du mal, en rétribution du mal subi au préalable. Ce qui fait la différence avec les comportements de vengeance, là-dessus j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse, c'est que si les actions de vengeance ne cherchent qu'à rétablir la justice, dans la punition, il y a un triple objectif: rétablir la justice, défendre le bien-être d'autres consommateurs et prévenir le mal pour essayer de faire que les entreprises ne reproduisent plus ce mal causé. Alors, l'idée de cette recherche, c'est d'étudier les réactions des consommateurs face à des crises alimentaires. Nous avons pensé au rôle de la qualité de la relation marque-client, parce que cet effet, cette variable pourrait faire impliquer plusieurs biais cognitifs. Le rôle de la qualité de la relation marque-client est défini comme une connexion psychologique que le consommateur maintient avec la marque, l'entreprise ou un employé commercial de l'entreprise. Au fait, tous les programmes de fidélisation cherchent à construire une bonne qualité, notamment affective aussi, avec le client, puisque plusieurs recherches ont montré que les clients fidèles ont tendance à avoir une bonne attitude vis-à-vis des produits de la marque. Les clients fidèles pourraient devenir les ambassadeurs de la marque et faire vendre les produits de l'entreprise. Mais peu de recherches ont étudié l'effet de la qualité de la relation en cas de souci.
Alors, selon les propositions de Grégoire et Fischer, nous pourrions avoir des biais cognitifs qui impactent ou qui modèrent la relation entre l'injustice perçue ou la gravité de la crise sur les réactions de punition par le consommateur. Les biais cognitifs ici pourraient amener la qualité de la relation marque-client à générer un effet qu'on appelle, que Grégoire et Fischer propose d'appeler l'amour pardonne tout. C'est-à-dire, lorsque une crise surgit, on est dans une situation ambiguë, c'est-à-dire le consommateur ne sait pas qui est responsable de la crise. Est-ce que l'entreprise a fait exprès de créer cette crise ou l'entreprise est victime? Donc, dans cette situation ambiguë, il y a l'impact des biais d'assimilation de l'information. Si le client était fidèle à la marque, ces a priori positifs établis par la bonne relation avec la marque vont impacter et vont faire que le client voit la crise comme moins grave. Sinon, on a un autre biais cognitif qui est généré par la perception d'un acte de trahison de la part d'entreprise. Un client fidèle qui a eu une bonne relation avec la marque pense qu'il a beaucoup investi dans sa relation et pourquoi il a reçu de la part en contrepartie de la part de la marque ou de l'entreprise un produit défectueux qui risque de menacer sa santé. Donc dans ce cas-là, la qualité de la relation marque-client peut générer un effet que Grégoire et Fischer proposent d'appeler l'amour se transforme en haine. Ça veut dire qu'il va réagir plus fort puisqu'il a placé sa confiance dans la marque et il s'est senti trahi. Les principales questions de recherche de ce projet tournent autour des réactions des consommateurs face à ces situations de crise et comment la qualité de la relation établie entre le consommateur et l'entreprise impacte sur l'hostilité des réactions de punition par le consommateur. Et quelles sont les conditions qui favorisent l'émergence de chacun des effets l'amour pardonne tout et l'amour se transforme en haine. Alors nous avons opté par un modèle de recherche qui retient les trois concepts principaux, la gravité perçue de la crise, qui illustre l'injustice perçue, la relation marque-client et les réactions de punition qui sont traduites par le bouche à oreille négative, la plainte judiciaire ou le boycott. Le modèle de recherche, je vous propose ici, sur les théories des évaluations cognitives des émotions. Nous considérons que dans le court terme, après l'exposition à la crise alimentaire, le consommateur peut ressentir des émotions négatives comme la colère, l'anxiété pour sa santé ou aussi un choc. Et ces émotions peuvent interagir avec la qualité affective de la relation marque-client dans un terme de conflit émotionnel et qui fait que après ils vont réagir plus fort selon l'effet l'amour se transforme en haine, ou il va atténuer ses réactions selon l'effet de l'amour pardonne tout. En termes de méthodologie de recherche, nous avons réalisé un expériment avec un plan factoriel en manipulant la relation marque-client ainsi que la gravité perçue de la crise alimentaire. Cet expériment repose sur des scénarios fictifs et l'échantillon comportait 432 répondants sur un panel de la société Touluna Soleil avec 108 répondants par cellule. En ce qui concerne l'opérationnalisation de stimuli, nous avons mobilisé des scénarios par vidéo de dessins animés. L'idée est de s'appuyer sur une méthode entière projective en racontant une histoire que vous pouvez voir ici,
aux répondants, les participants vont se mettre dans la peau de Marie, une consommatrice qui achète du lait et qui avait une bonne relation, qui était une nouvelle cliente avec pour la marque Calilait, qui est aussi une marque fictive que nous avons inventée et prétestée auprès de plusieurs échantillons pour assurer le réalisme du monde de la marque. Dans une deuxième vidéo, nous avons annoncé la crise alimentaire de la marque Calilait en nous inspirant d'une crise avec des traces de phtalate. La gravité a été manipulée dans le cadre de cette vidéo. Vous pouvez voir ici, exemple, les traces ont été retrouvées à fort dosage ou en petite quantité pour essayer de manipuler la perception de la gravité perçue. Alors, en termes des analyses de covariance qu'on a utilisées pour regarder, pour essayer d'étudier les résultats, les impacts de la relation marque-client sur le lien direct entre la gravité perçue et les réactions de punition par le consommateur. Vous voyez ici les résultats. On peut voir que quand la crise est perçue comme étant de faible gravité, le client, qui est, en fait c'est la couleur rouge, qui a une bonne relation avec la marque, tend à pardonner l'entreprise, c'est-à-dire il tend moins à participer au boycott ou à émettre des bouche à oreille négatifs sur l'entreprise. Mais ça, c'est que dans le cas où la crise est perçue comme provoquée de faibles conséquences ou est perçue comme de faible gravité. Mais dans le cas où la crise a été perçue comme provoquer de graves conséquences sur la santé de l'individu ou du consommateur, on peut voir que les clients qui ont eu une bonne relation avec la marque tendent plus à boycotter ou à émettre des bouche à oreille négatifs par rapport aux produits vis-à-vis de la marque ou des produits de la marque. Cela veut dire que, au fait, la perception de la gravité de la crise conditionne les deux effets de la relation marque-client. Lorsque on est dans une crise de faible gravité, les biais d'assimilation de l'information, les a priori positifs marchent et permettent aux clients d'atténuer ces réactions de punition par rapport à la marque, alors que lorsqu'ils sont dans une crise où ça provoque des graves conséquences, la relation que l'entreprise cherchait dans tous ces investissements dans les programmes de fidélité, de construction d'une bonne relation de la marque, ne permet pas à l'entreprise de sauver sa réputation ainsi que sa situation dans le cadre de la crise. Et cet effet peut s'activer lors d'une simple crise de produit, lorsque un produit est en rappel ou il y a un risque sur la santé. Vous pouvez voir tous les jours les organisations ou les associations de défense des droits des consommateurs, ils font des appels sur les produits qui représentent des risques. Donc c'est quelque chose qui se passe de manière assez quotidienne. Un autre volet de cette recherche permet aussi de mieux comprendre le processus émotionnel
qui sous-entend ce processus psychologique de punition par le consommateur. On a vu qu'il y avait des interactions entre la qualité affective de la marque et le consommateur, ainsi que les émotions négatives générées par la crise. Donc, le consommateur est mis dans un conflit, dans une situation de conflit émotionnel qui impacte directement son bien-être émotionnel. Donc, dans une perspective du marketing social, les crises alimentaires vont provoquer ou vont faire des impacts négatifs, bien évidemment, sur le bien-être émotionnel du consommateur. Et ça fait partie des perspectives futures de cette recherche. Bon, je vous remercie pour l'attention que vous apportez à mon exposition.